Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Christophe Caille, le fondateur d'Entrepreneurs pour la planète. Il veut faire émerger les projets à impact et aider les entreprises à devenir le bras armé de la transition écologique. Notre débat portera sur la neutralité carbone, alors que de nombreuses entreprises l'affichent comme un objectif. L'ADEME vient de rappeler que cette notion n'a de sens qu'à l'échelle d'un État ou de la planète. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Fairy Tale. C'est une marque de mode éthique et écologique. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Christophe Caille, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président d'Entrepreneurs pour la planète. Alors déjà, on peut peut-être définir, c'est quoi? C'est une association? C'est un écosystème, un mouvement? Comment vous définissez? C'est à la base une association d'intérêt général ouais. qui ensuite va se déployer avec d'autres structures autour. On crée un écosystème qui va autour de l'association. Alors je reviendrai sur le rôle de l'association. Mais qui va ensuite déployer des services auprès des membres de la communauté qu'on va créer. Donc, Alors, c'est quoi l'objectif? Pourquoi vous l'avez créé, cette association Entrepreneurs pour la planète? En fait, donc moi je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années et je me suis rendu compte que l'entreprise n'était pas vraiment au cœur des enjeux environnementaux. L'entreprise, les dirigeants d'entreprise avaient toujours été plutôt considérés comme, celui contre lequel il fallait... Oui, plutôt le pollueur que celui qui amenait la solution. Et en fait, si on regarde ça de plus près, c'est quand même nos entreprises qui développons, qui créons, qui distribuons les produits et services qu'on consomme au quotidien. Et donc, si on ne le fait pas avec les entreprises, on n'arrivera pas à faire en sorte qu'on ait des produits respectueux de l'environnement. Donc, l'idée a mûri au fil des années... C'est-à-dire que l'entreprise devait devenir le bras armé de la transition écologique. Et donc, vous avez créé c'est une plateforme qui met en relation des entrepreneurs, des mentors. Il y a une logique de mécénat de compétences, c'est ça? Alors, en fait, Entrepreneurs pour la planète, c'est finalement, quand on le regarde, c'est un outil pour la transition écologique des entreprises. C'est un outil au service de la RSE. Et donc, en fait, l'objectif, c'est de faire collaborer des chefs d'entreprise avec des porteurs de projets environnementaux de tout horizon, avec deux objectifs. Un, faire émerger des projets impact. De l'autre côté, aider à la transition et à l'accélération de la transition écologique des entreprises. Il s'agit de mécénat de compétences croisées, donc c'est du reverse mentoring, où le chef d'entreprise va venir aider le porteur de projet dans sa stratégie, dans son organisation, dans sa vision, ses objectifs. Donc l'aider de façon... lui amener en fait son expertise entrepreneuriale. Et de l'autre côté, le porteur de projet qui, lui, a une fibre environnementale ancrée dans sa veine. Oui, puisque c'est un projet à impact. Va transmettre ça aux dirigeants d'entreprise ou au cadre dirigeant qui va collaborer avec lui. En fait, on est dans une relation gagnant-gagnant où les deux vont aller chercher de l'aide, de l'accompagnement et de l'échange construit. Mais ça fonctionne comment? Ça match, quoi? C'est pas un site de rencontre, évidemment, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. En fait, ce que fait l'association, c'est déjà, on s'installe territoire par territoire. On a commencé à Marseille, on a ouvert Paris récemment, on est en train d'ouvrir Lyon. On va se déployer sur l'ensemble des grandes métropoles françaises. On partira ensuite, si tout va bien, à l'international, dans les grandes métropoles européennes. Déjà, on cartographie sur le territoire les projets impact. Alors, ces projets, ça peut être des projets portés par des associations, par des entreprises, par des startups, par des structures parapubliques. Donc, on va les cartographier et on va leur permettre d'être présents sur une plateforme web qui s'appelle entrepreneurpourlaplanète.org où les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier. Et ensuite, on va faire la promotion de ces projets auprès de chefs d'entreprise, de clubs d'entrepreneurs, de structures d'accompagnement des dirigeants d'entreprise pour qu'elles viennent identifier un projet qui va les intéresser. Ce qui est intéressant déjà avec cette plateforme, c'est qu'un acteur de territoire va déjà avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe au niveau environnemental sur ce territoire. Et on peut avoir une initiative qui est géniale à 50 bornes de chez soi et on la connaît. Exactement. Pas. Et on est dans une logique de territoire. C'est-à-dire qu'on veut qu'un chef d'entreprise collabore avec un porteur de projet d'un territoire, collabore avec un porteur de projet du même territoire. La proximité facilite le lien. Donc une fois le dirigeant d'entreprise a identifié
la plateforme l'intéresse, on va l'accompagner pour essayer de trouver le projet qu'il a envie de choisir. Mais on est dans l'intuition personnelle, c'est-à-dire que les deux vont se choisir en fait. Il y en a eu combien des binômes créés, des projets comme ça? Aujourd'hui, on a 70 chefs d'entreprise qui sont devenus mentors. On a 150 projets sur la plateforme et on a un objectif assez ambitieux de passer à 2000 projets sur la plateforme sur le territoire français avec 1000 chefs d'entreprise mentors. Et est-ce que dans l'écosystème d'entrepreneurs pour la planète, il y a aussi des solutions de financement, une aide pour trouver des financements, accompagner une levée de fonds Alors, la démarche d'entrepreneurs pour la planète, elle n'intervient pas sur la partie financière. On ne veut pas qu'il y ait de relation financière entre le chef d'entreprise et le porteur de projet, parce qu'on pense que la relation elle doit être totalement désintéressée pour qu'elle soit positive. On est vraiment dans l'envie de faire et pas la nécessité de faire. Et dans l'échange de compétences. Exactement. Et c'est cette envie qui fait que ça fonctionne bien. Alors après, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un écosystème qu'on est en train de créer. Donc il y a 2 structures qu'on est en train de mettre en place, dont une qui va faire tout ce qui est analyse d'impact. Donc, qui va permettre à chaque projet accompagné de savoir quel est son impact, quelle est son intentionnalité et de mesurer l'impact. Et une deuxième partie qui va être d'être un guichet unique pour faciliter l'accès au financement des porteurs de projets, quel que soit le niveau de maturité du projet, en y associant des partenaires financiers. On a même en tête à un moment de créer notre propre fonds d'investissement ou nos propres fonds d'investissement. Alors, cette association, vous l'avez lancée il y a 1 an et demi. 1 an et demi, mais c'est une idée que vous portez depuis longtemps. C'est un peu comme notre émission, c'est une vigie de la transition et de la transformation de notre économie. Est-ce que vous voyez de plus en plus d'entreprises et donc d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise s'engager? Alors, il y a une étude de l'ADEME et une autre étude de BPI qui dit que 80% des chefs d'entreprise aujourd'hui sont prêts à agir, ont envie d'agir. Moi, ça, je le vois, parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et je vois bien que, en gros, 8 chefs d'entreprise sur 10 ont envie d'agir. Le problème, c'est le passage à l'acte, en fait. C'est comment je fais pour agir. Alors, il y a les démarches RSE qu'on connaît tous, qu'on essaie de mettre en place. Mais l'idée, c'est quand même de transformer l'entreprise en profondeur. Donc, là, le passage à l'acte, les gens sont en train d'y venir. Et je vois une accélération. Alors, il y a à peu près 3 ans, j'ai commencé la démarche pour Entrepreneurs pour la planète. Il y a 3 ans, il y a 2 ans, j'ai senti déjà une accélération. Et là, depuis la période que l'on vit, le confinement et la Covid, on voit bien qu'il y a une accélération encore plus forte. C'est quoi les freins pour l'engagement, pour que les chefs d'entreprise se lancent en quelque sorte? En fait, souvent, ils ne savent pas par quelle boule prendre, ils ne savent pas par quel angle. Il y a aussi beaucoup de résistance au changement au sein de l'entreprise. On voit bien que quand on essaie de déployer une démarche RSE, les collaborateurs disent c'est gentil, mais c'est une contrainte de plus. On a déjà du mal à atteindre les objectifs. Tu nous en remets une couche supplémentaire. Donc, même s'il y a une envie... Oui, parce qu'il y a aussi parfois une pression interne des collaborateurs pour s'engager. Mais c'est vécu souvent comme une contrainte. Donc, faut arriver à faire en sorte que cette démarche-là ne soit pas vécue comme contrainte. Alors, c'est d'ailleurs un des piliers de la démarche d'Entrepreneurs pour la planète. C'est justement d'emmener le dirigeant, les cadres dirigeants et les collaborateurs de l'entreprise à accompagner un projet qui est à l'extérieur, sur lequel il n'y a pas de résistance, justement. Ça ouvre sur l'extérieur, ça permet de réfléchir à d'autres choses, ça ne vient pas empiéter sur les contraintes du travail au quotidien. Et finalement, pour le collaborateur, c'est un moyen de passer à l'acte, simplement. C'est aussi une façon d'aller vers l'extérieur pour aller chercher l'innovation, une autre façon de faire du business, parce qu'on va se confronter à l'ESS, on va se confronter aux nouvelles façons de faire du business avec l'économie circulaire, l'éco-conception. Ce sont des sujets qui sont très intéressants pour l'avenir des entreprises. Et puis, c'est aussi du team building, parce que le cadre dirigeant qui va accompagner, il va embarquer un certain nombre de ses collaborateurs, qui peuvent être des gens de différents services. Il n'est pas obligé de prendre son équipe. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Peut-être qu'on peut donner un exemple d'un binôme qui fonctionne ou qui a fonctionné. Oui, il y en a plein. Mais bon. Il y a des exemples un peu emblématiques. Comme on travaille, on a réussi à faire travailler ensemble le numéro 1 européen des data centers, qui s'appelle Interxion, et qui collabore avec le parc national des Calanques à Marseille. Donc c'est une grosse entreprise avec une structure parapublique. Donc très content de ce binôme-là. Eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent ensemble pour élaborer une solution de compensation carbone en milieu marin, qui est une innovation une démarche qui est assez peu déployée.
Il y a cet exemple-là. Donc là, c'est les deux dirigeants qui travaillent ensemble et puis qui embarquent leurs équipes. On a un autre projet, un cadre dirigeant d'HP qui collabore avec une entreprise qui s'appelle Entente pour développer une solution de production d'énergie par récupération de chaleur en basse température. Un autre projet, une ETI qui est dans l'ingénierie industrielle et qui, dans le très pétrole, et qui collabore et qui aide une jeune start-up pour faire du potager urbain connecté, intelligent. Voilà. Donc, on est vraiment sur plein de sujets. C'est pas forcément des collaborations où le chef d'entreprise prend un projet qui le concerne dans son activité. Ça va être très différent. Au contraire, moi, c'est ce que je pousse. Faites quelque chose de différent, ça va vous ouvrir vers d'autres horizons. Et voilà, et ça ouvre des horizons. Et donc, j'engage nos téléspectateurs à aller voir sur le site d'Entrepreneurs pour la Planète, notamment cette carte des projets, parce que vous y trouverez peut-être une source d'inspiration. Merci beaucoup Christophe Caille, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat sur la neutralité carbone. C'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui l'affirme. Tous les acteurs de l'économie et de notre société doivent agir collectivement pour la neutralité carbone, mais aucun ne devrait se revendiquer neutre en carbone. En clair, on ne peut pas dire d'une entreprise ou d'un produit qu'il est neutre en carbone. Comment agir et communiquer autour de ce thème? C'est notre débat avec Benjamin Fiquet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'exploitation, responsable du groupe immobilier ICAD, et Thomas Parouti qui est avec nous au téléphone, le fondateur de l'agence Mieux. Bonjour Thomas, est-ce que vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, bonjour à tous les deux. On n'a pas l'image, mais on a la voix de Thomas Parouti, c'est le plus important. Peut-être une réaction pour commencer sur cet avis de l'ADEME, Benjamin Fiquet, parce que moi, quand je l'ai vu, je comprends la logique qui consiste à dire ça se calcule, ça s'évalue à la dimension d'un État, voire de la planète, la neutralité carbone. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à freiner un peu les bonnes volontés ? Oui, tout à fait. Cet avis était attendu. C'est vrai que tout le monde se revendique neutre en carbone et de démarches très volontaristes. Je trouve que l'élan qu'on observe depuis quelques mois est tout à fait honorable. Il faut le soutenir. Et l'avis de l'ADEME est là pour donner le cadre d'information et de formation à l'ensemble des acteurs pour structurer leur démarche et aller encore plus loin. Ouais. Donc c'est un point d'appui. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie on va prendre votre métier pour un projet immobilier, la neutralité carbone ou la réduction carbone. Ça veut dire quoi concrètement ? Concrètement, ça passe par la mesure, déjà, de vérifier son impact. Pour la foncière tertiaire d'ICAD, c'est environ 14 000 tonnes de carbone émises, d'impact carbone émises chaque année par l'ensemble de notre patrimoine, et d'organiser les actions de réduction. C'est à peu près 3 000 actions qui sont aujourd'hui engagées par l'ensemble des acteurs, de nos clients, utilisateurs et parties prenantes, pour aller vers un objectif de réduction de 45% entre 2015 et 2025. Donc c'est mesuré, outillé, concret et des actions pour atteindre cet objectif. Donc, oui, il y a une logique d'exigence en fait. C'est une exigence qui est désormais associée à tous vos projets ? Tout à fait. C'est de la culture de l'impact. C'est-à-dire que chaque action doit avoir un impact positif sur notre trajectoire. Et une trajectoire orientée vers un objectif de neutralité à 2050, dite 1,5 degré. Oui, c'est ça. Donc orienté vers un objectif de neutralité. C'est ça la bonne la sémantique, si on veut suivre l'avis de l'ADEME. Thomas Parouti, ça veut dire que pour une publicité, pour un pain de mie ou une fenêtre neutre en carbone, ça n'a pas énormément de sens ? Non, je crois que c'est un raccourci qui ne permet pas aux consommateurs de bien comprendre tout ce qui se passe derrière. Parce que le neutre en carbone, il est forcément obtenu par de la compensation, et parler trop vite de compensation est un vrai risque. Et parce que ça ne parle pas de tous les efforts qui sont faits avant. Et comme le disait Benjamin juste avant, il faut mesurer, il faut éviter, il faut réduire. Donc ça veut dire mettre en place des éco-gestes dans les bâtiments d'ICAD évidemment, mais aussi travailler sur plus d'économie circulaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis un an et demi, une tendance de plus en plus forte à afficher des stratégies climat avec des objectifs de réduction carbone, que ce soit sur le CAC 40. Il y a une étude qui est faite par EcoAct où on voit que les 22% des acteurs l'an dernier, aujourd'hui 43%, ont une stratégie climat avec un calendrier, avec des dates, avec des objectifs chiffrés. Donc c'est tout un travail qui est fait avant juste de compenser, qui est le geste le plus facile à faire, mais tout le boulot qu'il y a avant
sur l'évitement, sur comment je fais de telle sorte que je propose des produits où les gens n'ont pas envie de changer tous les 6 mois. Et il y a des marques, par exemple, j'ai Decathlon qui incitent, qui sont assez neutres en couleur, je veux dire, et comme ça évite de changer tous les ans. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur la réparabilité de leurs produits. Il y a Seb qui a pris la parole, il y a Boulanger, le distributeur, qui se prépare aussi à l'arrivée de ce score de réparabilité et de durabilité. Donc il y a énormément d'actions qui sont mises en place et c'est vraiment là-dessus qu'il faut inciter en communication et pas juste de dire neutre en carbone, regardez, j'ai compensé les émissions que j'ai émises. Mais donc les vrais mots justes, c'est après évitement et réduction, l'entreprise compense ses émissions résiduelles après, pour contribuer à une neutralité carbone collective. Alors effectivement, c'est au niveau de l'État, mais ça, mais Thomas, au niveau de la planète. Pardon de vous interrompre, Thomas, mais ça fait une phrase qui est beaucoup plus longue. Et donc, on voit bien la logique de communication aussi pour une entreprise. C'est beaucoup plus simple de dire on sera neutre en carbone en 2030. Moi, sur ce plateau Smart Impact, je reçois quasiment tous les jours des entreprises qui sont dans cette démarche. Est-ce que, alors, c'est pas seulement de la sémantique, hein, est-ce que vous craignez que ça, je repose la même question qu'à Benjamin tout à l'heure, que ça freine un peu l'élan ? Moi, je crois que les entreprises sont lancées une bonne fois pour toutes sur cette direction de la neutralité carbone collective, et autant au niveau de leur périmètre entreprise que de leurs produits. Alors, si un produit neutre en carbone n'est pas une belle expression, il commence à y avoir des produits low impact, low carbone, et donc là, on comprend qu'il y a tout un travail de réduction qui est fait, et ça me paraît plus intéressant. Benjamin Fiquet, on attend la définition d'une norme ISO sur la neutralité carbone. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble nécessaire ? Est-ce qu'il faut simplifier, justement, je reviens à la question de la communication et finalement de l'information du citoyen ? Oui, la comptabilité carbone, c'est une invention française. Ça fait de longues années qu'on utilise cette comptabilité carbone et je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, comme il est tout à fait essentiel de simplifier pour que toutes les parties prenantes et les citoyens aient confiance dans leurs choix et dans l'impact de leurs choix, et qu'ils soient orientés vers des choix à faible impact. Et c'est tout à fait essentiel de rendre intelligible cette comptabilité carbone qui est, somme toute, parfois un peu éthérée. Le sujet du carbone, c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer, du mal à appréhender, et donc de lui donner des clés de compréhension, vous avez raison, c'est tout à fait essentiel pour tout un chacun. Mais sur les projets que vous menez, les projets immobiliers par exemple, quel type de communication vous avez ? Et est-ce que ça joue un rôle ? Alors là, on est dans le tertiaire, donc vous adressez à des projets évidemment pour des entreprises, mais c'est aussi un argument important pour vos clients de savoir comment le bâtiment a été construit, si c'est un bâtiment à énergie positive, et donc votre communication, c'est un argument important aussi ? Oui, de plus en plus. Ouais. Et c'est également très important pour les collaborateurs du groupe. On a réaffirmé l'année dernière notre raison d'être et notre motivation à agir, notamment pour des opérations à faible impact. Elle tire cette motivation dans notre conviction et dans notre raison d'être. Et pour nos clients, on observe une accélération de cette mobilisation, de cet engagement. Dès lors, avoir des partenaires qui apportent une contribution positive à leurs propres engagements. Et dès lors, on est dans du gagnant-gagnant et on doit organiser les actions en coopération. On n'est plus l'un en face de l'autre, on est l'un à côté de l'autre pour entreprendre des actions avec le maximum d'impact. Est-ce que ça coûte plus cher à la construction ? À la construction ? Oui. Non, toujours pareil, il y a des sauts technologiques. Le fait d'avoir utilisé le béton pendant des années et maintenant l'intelligence constructive, d'avoir des matériaux différents, géosourcés ou biosourcés, comme le bois, nécessite une ingénierie nouvelle, des formations nouvelles. Et c'est un angle tout à fait important pour nous que de former l'ensemble des collaborateurs à ces nouvelles pratiques. Thomas Parouti, vous conseillez, vous accompagnez les entreprises dans leur stratégie, notamment leur stratégie de communication autour de ces objectifs de transition écologique, environnementale, sociétale. Cet enjeu de la neutralité carbone, ça commence par la stratégie avant la communication, évidemment. Oui, mais la communication fait aussi partie de la stratégie. Nous, on a une méthode avec un nom de code en interne qui s'appelle MERCI, M-E-R-C-I.
mesurer, éviter, réduire, compenser, impliquer. Et le I de impliquer montre bien cette dimension communication qui est hyper importante. C'est-à-dire que c'est parce qu'on va impliquer les collaborateurs, les clients, globalement tous les utilisateurs du produit, du service, dans la mesure, l'évitement, la réduction et éventuellement dans la compensation, qu'on va réussir à imprimer sa communication carbone et sa stratégie carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bonne stratégie carbone, typiquement dans l'immobilier, sans discuter, sans dialoguer avec les utilisateurs du bâtiment. De la même façon, on ne peut pas travailler correctement sa communication carbone sur, par exemple, des cartouches d'impression, sans inciter les clients à nous renvoyer les anciennes cartouches. Enfin, voilà, on voit bien que l'implication des parties prenantes en général, mais notamment des consommateurs, qui sont, eux, en fait, responsables d'une grosse partie de l'émission de CO2 du produit, cette implication, elle est totalement nécessaire aussi. Benjamin Ficquet, pour conclure, on parle souvent ici des bonnes pratiques, du fait que voilà, il faut les chercher quand on les a trouvées, les dupliquer. Est-ce que les bonnes pratiques ou les nouvelles idées, elles viennent souvent des startups dans votre environnement, par exemple ? Oui, les startups fournissent énormément d'idées, une motivation. On soutient toutes les initiatives. On peut citer Cycle Up, qui a lancé une plateforme sur l'économie circulaire et le réemploi. Stock, qui est une plateforme de soutien à des projets labellisés bas carbone. Ce sont des projets de compensation que l'on soutient, ou d'autres initiatives. Mais on observe aussi des grands groupes, des grands industriels qui modifient leurs pratiques et qui s'engagent aux côtés des startups. Et c'est tout à fait enthousiasmant le moment que l'on vit où l'ensemble des acteurs et d'une filière, notamment immobilière, s'engagent et passent à l'action. Et c'est tout à fait fondamental pour nous que l'ensemble des acteurs, de la start-up au grand groupe industriel, soient à nos côtés pour soutenir notre ambition. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Thomas, malgré voilà, un téléphone, la prochaine fois on trouvera une liaison qui sera de meilleure qualité pour vous avoir aussi à l'image. Alors on parlait des startups justement, elles sont mises à l'honneur tous les jours dans cette émission, c'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. La start-up du jour, c'est Fairytale, marque de mode éthique et écologique. Bonjour Paul Dartignave, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Quand l'avez-vous créé, avec quelle idée ? Alors, le Fairytale.eco a été créé en décembre 2020, donc il y a un peu plus de 4 mois. Ouais. Et l'idée, c'était de regrouper dans un même lieu des marques de mode éthiques et écologiques pour les femmes. D'accord, et donc vous sélectionnez des marques, c'est ça, selon quels critères ? On sélectionne des marques sur 3 critères. Donc il y a un premier pilier qui est l'éthique, à savoir est-ce que c'est du Made in France, est-ce que c'est du Made in Europe, ou alors si c'est fait ailleurs dans le monde, est-ce que les usines sont certifiées ou c'est par exemple dans des ateliers associatifs. Le deuxième pilier, c'est l'écologie. Et là, on travaille principalement sur les matières. Est-ce que c'est du coton bio certifié par exemple, des matières innovantes comme le tencel, de l'upcycling, du recyclage, ou des matières naturelles comme le lin ou le chanvre. Et enfin, le troisième pilier, c'est la transparence. Est-ce que les marques sont transparentes ? Nos clients nous demandent beaucoup de transparence, beaucoup d'informations sur les produits. Et donc, on essaie de rechercher ça aussi chez les marques qu'on sélectionne sur Fairytale.eco. Il y a un peu un foisonnement de labels, pour ne pas dire un maquis. Comment on s'y retrouve ? Il y a énormément de labels. Nous, on les a tous référencés sur Fairytale.eco. Il y a des labels qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, sur l'éthique, il y a la Fairware Foundation qui va certifier que dans les usines de fabrication, il n'y ait pas de travail des enfants, qu'il y ait des salaires décents. Vous avez le label GOAT, par exemple, pour le coton, qui certifie que le coton est biologique, qu'il n'y a pas de matière toxique qui est utilisée dans l'agriculture et dans la production du coton. Ouais. Voilà, donc il y a des labels qui sont plus importants que d'autres et surtout qui sont indépendants, et ça, c'est très important. Donc ça veut dire qu'il y a combien de marques disponibles aujourd'hui sur votre site ? Aujourd'hui, sur Fairytale.eco, on a plus de 45 marques, donc en 4 mois, donc c'est vraiment super. On est en contact avec beaucoup d'autres et notre objectif, c'est d'arriver à 100 marques d'ici la fin de l'année. Ouais. Et alors, vous avez commandé avec l'Institut de sondage Toluna, c'est ça ? Exactement. Une étude sur le dressing des Français, parce que vous vous adressez aux femmes. 2 Françaises sur 3 ont au moins une pièce éco-responsable dans leur dressing. Alors, est-ce que pour vous, c'est déjà un bon point de départ, ça ?
Pour nous, c'est un chiffre très positif parce que ça veut dire qu'il y a déjà plus de 2 femmes sur 3 qui ont dans leur vestiaire une pièce écologique ou éthique. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Le deuxième chiffre qui est adossé derrière, c'est que 7% des femmes ont au moins la moitié de leur vestiaire qui est complètement écologique. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grosse marge de progression sur ce sujet-là. Ouais. Exactement. Mais la prise de conscience est là et c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'une pièce éco-responsable sur tout un dressing... ça fait pas beaucoup, mais ça veut dire que l'idée est déjà là. Ouais. Quels sont les freins ? Alors, il y a un frein... Peut-être le prix ? Ouais, voilà, exactement. Il y a un frein principal qui est le prix. C'est vrai que la mode éco-responsable est plus chère que la mode de fast fashion, par exemple. Ce qui est important avec cette idée de prix, c'est d'expliquer et d'accompagner et d'expliquer qu'est-ce qu'un prix juste et pourquoi effectivement un t-shirt de mode éco-responsable coûte un peu plus cher qu'un t-shirt créé par une marque de fast fashion, par exemple. Donc le premier frein, c'est le prix. Il y en a d'autres ? Il y a la difficulté à trouver des t-shirts, et enfin à trouver des marques éco-responsables, et il y a le manque d'informations sur la composition des vêtements. Et c'est l'essence même de Fairytale.eco, c'est de venir expliquer pour chaque article qu'on distribue sur le site la façon dont il est composé, et puis de regrouper dans un même lieu tout un ensemble de marques, parce qu'il y a beaucoup de marques, il y a plein de super projets, super initiatives qui sortent, et nous, on essaie de leur donner de la visibilité sur notre site. Oui, c'est aussi pour les marques, évidemment, un moyen de toucher le public et les clients. Derrière ce que vous dites, il y a la notion de transparence. Exactement. Ça, c'est une demande très forte des consommateurs et des consommatrices. Oui, c'est une demande très forte, et c'est pour ça que alors, la plupart des marques qu'on distribue sur Fairytale.eco sont très transparentes. Ouais. D'ailleurs, quand il y a un manque de transparence, on peut se demander s'il n'y a pas un loup quelque part. Ça veut dire qu'il y a des marques que vous avez décidé de ne pas garder pour l'instant parce que vous les jugez pas suffisamment transparentes ? Par exemple, ouais. L'idée, c'est plus aussi de favoriser les initiatives. Donc, nous, quand l'initiative est bonne et va dans le bon sens, on en discute avec les marques, on avance. Parfois, la marque manque un peu de transparence sur son site, mais en fait, derrière, il y a toutes les informations, il y a toutes les certifications qui sont présentes. Donc, on discute beaucoup avec les marques qu'on distribue pour s'assurer de ce point de transparence, et c'est vraiment un sujet que nos clientes nous demandent, et c'est pour ça qu'on essaie de mettre le maximum d'informations sur chaque fiche produit, sur chaque marque, pour expliquer comment elles ont été constituées et qu'est-ce qu'on peut distribuer. Fairytale, voilà l'entreprise que l'on vient de découvrir. Merci beaucoup, Paul d'Artignave. Bon vent à votre start-up qui est toute jeune. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. On est aussi sur le .fr, évidemment. Salut.